Marie-Christine Vergiat, bonjour. Vous êtes députée européenne, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, et vous avez suivi le travail du tribunal des peuples sur la Turquie et les Kurdes. On rappelle ce qu'est en deux mots le tribunal permanent des peuples, qui s'inscrit dans la continuité du fameux tribunal Russell, qui date des années 66, qui avait été créé par le philosophe et prix Nobel, d'ailleurs Bertrand Russell, britannique, et par Jean-Paul Sartre également, lui aussi philosophe, et lui aussi prix Nobel, même s'il a refusé. À l'époque, c'était pour juger des crimes américains au Vietnam. Tout à fait. On dit tribunal d'opinion, ça veut dire quoi exactement, un tribunal d'opinion ? Je dirais que c'est un tribunal organisé par la société civile pour pallier les carences des systèmes de justice tant nationaux qu'internationaux. Dans beaucoup d'endroits, on est d'accord pour dire qu'il y a des crimes de guerre, qu'il y a des crimes contre l'humanité, y compris l'ONU est capable de dire ça, mais la justice internationale peine à se mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que la CPI a quand même beaucoup de mal à se mettre à avancer. Elle avance. Moi, je serais fondamentalement critique. Elle avance, pas suffisamment, trop doucement. Et elle a du mal à faire appliquer ses sanctions. Je pense, par exemple, au Soudan, dont je pense avoir déjà eu l'occasion de parler ici, où El Béchir est sous le mandat de deux mandats de la Cour pénale internationale et qu'on n'arrive pas à faire mettre en œuvre. Et puis, y compris des dispositions nationales où, dans certains pays, dont la France d'ailleurs, il y a des possibilités de faire juger des criminels qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité dans d'autres pays, mais là aussi, ça avance pas, ça avance tout doucement. D'où ce tribunal permanent des peuples. Qui y siège en fait ? Des magistrats, des juristes, des gens dont la compétence ne peut être niée. Je crois que c'est ça qu'il faut dire, c'est pas... On a tous les attributs, j'allais dire, d'un tribunal international habituel. En l'espèce, le tribunal était présidé par Philippe Texier, qui est un magistrat de la Cour de cassation, reconnu. Alors, ce tribunal a travaillé pendant des mois sur les exactions qui auraient, on va rentrer dans le détail, bien sûr, commises par l'État turc envers la communauté kurde, aussi bien en Turquie, à l'intérieur de la Turquie, notamment en Anatolie, le sud-est de la Turquie, là où se trouve la plus grande partie de la communauté kurde, dont on rappelle qu'elle est répartie dans plusieurs pays du Moyen-Orient, effectivement l'Anatolie, mais aussi la Syrie, mais aussi l'Irak, où il a subi les exactions fameuses qu'on connaît, de la part notamment de Saddam Hussein, qui a utilisé les gaz dans certains villages, etc. Et en Iran également, où se trouve une partie de la communauté. Peut-être qu'il faut dire rapidement que, en fait, c'est la non-tenue d'engagements internationaux au lendemain de la Première Guerre mondiale, à la fin de laquelle on a promis aux Kurdes un État, qui ont été reniés au moment de l'arrivée au pouvoir d'Atatürk. Et Atatürk n'a pas voulu finalement que l'on donne raison au peuple kurde, et on a coupé en quatre le pays, encore que sous l'Empire ottoman, il était plus ou moins reconnu par l'Empire ottoman en tant qu'entité. Alors, vous avez travaillé, le tribunal a travaillé sur des témoignages, sur des rapports également. Qu'est-ce qui a été établi, si on essaie de résumer les grands points qui ont été établis par le tribunal ? D'abord, il faut rappeler que ce tribunal s'est tenu à Paris les 15 et 16 mars dernier, qu'ils ont entendu beaucoup de témoignages, que l'essentiel des faits qui ont été analysés, c'est depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui, puisque le tribunal a intégré l'occupation d'Afrine. C'est ça. Avec plusieurs phases, puisqu'il y a eu les phases que j'appellerais les phases de couvre-feu dans les villes kurdes du sud-est de la Turquie. Avant donc la tentative de coup d'État, je pense qu'il est important de le signaler, qu'il faut rappeler que certaines de ces villes ont été littéralement rasées, sans qu'il y ait
de grandes réactions. Non, mais même de faits précis qui expliquent cela. C'est juste la volonté d'écraser les Kurdes qui avaient fait un score aux élections précédentes, qui avait empêché M. Erdogan d'avoir la majorité absolue dont il rêvait. C'est parce que la base, c'est ça. Donc, il y a eu plusieurs villes qui ont été rasées. Il y a un témoignage, on a particulièrement sensible, où un député criait dans les caves de Circé, appelait à l'aide, que ce témoignage a circulé sur les réseaux sociaux dans l'indifférence générale. Et on a retrouvé son cadavre quelques jours plus tard. Donc c'est la ville de Sour aussi, la capitale à l'intérieur de Diyarbakir, la vieille ville de Sour qui est le cœur, la capitale ancienne des Kurdes, qui a elle aussi été en très très grande partie rasée. Ce qui vraiment c'est des crimes contre le patrimoine culturel assez hallucinants. Et tout ça dans un pays qui n'est pas en guerre, théoriquement, qui ne fait que de la répression contre le terrorisme si on s'en tient... la limite de la répression contre le terrorisme. Des disparitions forcées également, c'est ça ? Des disparitions forcées, et puis aussi tout ce qui se passe depuis la tentative de coup d'État est heureusement échoué, dirais-je, sans se prononcer pour savoir qui a fait le coup d'État ou qui n'a pas fait le coup d'État, parce que ça reste assez trouble. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une répression qui n'a pas de commune mesure avec ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu plus de 130 000 arrestations, plus de 150 000 fonctionnaires révoqués. Les médias fermés, les journalistes en prison. Exactement. Et de la torture, là encore, notamment dans les prisons, un système judiciaire qui est complètement démantelé, parce que les magistrats, les avocats ont été les premières victimes de ces arrestations. Donc l'état de droit ne fonctionne plus en Turquie. Donc c'est tout cet ensemble, plus les derniers événements d'Afrine, c'est tout cet ensemble que le tribunal a essayé de travailler. Ou les assassinats commandités, on n'en parle pas assez souvent, mais à Paris notamment, où trois militantes kurdes ont été assassinées. L'assassinat de Sakineh, de Leila et... On entre là dans la violation des droits fondamentaux du peuple kurde, bien sûr, mais tout simplement du droit international, j'allais dire. Du droit international, même du simple droit humanitaire, qui est pourtant la base, même en cas de conflit armé, sur une base légale, oserais-je dire. Mais on n'est même pas là-dedans, parce qu'il n'y a pas de conflit officiellement. Or, l'armée turque, les forces de police turques se comportent à l'égard des Kurdes pire que s'il y avait une véritable guerre. S'il y avait une véritable guerre. Et le pays n'est pas en guerre officiellement. Donc la lutte contre le terrorisme, c'est pas une guerre. On a parlé de l'intervention de l'armée turque en Syrie, donc dans le canton d'Afrine, avec les conséquences que ça a eu. Bien sûr, les morts, il y en a eu beaucoup. Il y a eu également les villes, une ville comme Afrine qui a été vidée, en partie d'ailleurs, les Kurdes l'ont souhaité eux-mêmes pour ne pas laisser la population. Avec énormément de violences faites aux femmes. Voilà, c'est ça, avec violences faites aux femmes, etc. J'allais dire, bon, le tribunal est aussi là pour décider de qui est responsable d'une situation pareille. Alors, bon, évidemment, pour les faits qui datent de 2015, puisque c'était la période de référence à maintenant, on a un président qui s'appelle Erdogan. Est-ce que sa responsabilité, le tribunal a pu établir que sa responsabilité directe était mise en cause dans ces actes-là ? Oui, c'est les autorités turques, et la première des autorités turques dans un régime qui est de plus en plus présidentiel, pour ne pas dire autocrate. La responsabilité de Recep Erdogan est particulièrement fondée, n'en déplaise aux erdoganistes, si j'ose dire, qui cherchent à faire enlever la tribune de certains journaux français qui vont dans ce sens d'ailleurs. Mais alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est pas simplement non plus le fait d'un seul homme. Il y a une politique au long cours qui s'est développée à l'encontre contre les Kurdes, comme elle s'est développée d'ailleurs de la part de la Turquie à l'encontre du peuple arménien. Ça, on en parle un peu plus souvent des Kurdes. On est dans cette espèce de continuum qui atteint aujourd'hui, vous diriez ça, un point très très fort, comme on a un peu connu dans l'histoire finalement. Ça a été dit pendant les comparaisons faites avec le génocide arménien ont été faites pendant les sessions du tribunal permanent des peuples, à juste titre, je crois. Il y a une espèce de nationalisme
qui est cultivé en Turquie, qui amène à ce genre d'exagération et qui fait que ce que l'on peut raconter finalement sur le peuple kurde qui est assimilé totalement à des terroristes, ça rappelle d'autres politiques entre Israël et la Palestine par exemple, et sur un terreau fertile. Hein, et parce que bon, Atatürk s'est quand même beaucoup construit là-dessus. Un seul peuple, une seule nation, une seule langue. L'incapacité à prendre en compte les autres communautés du pays, alors que c'est une réalité, bien sûr. Oui, tout à fait. La Turquie est ça même par nature, par essence, et plus encore l'Empire ottoman qui l'a précédé. Et c'est triste d'ailleurs de constater qu'on a presque envie de dire que la situation dans la Turquie moderne est aujourd'hui pire entre les différentes communautés que ce qu'elle était sous l'Empire ottoman, ce qui est quand même un comble d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'a décidé, qu'est-ce qu'a jugé in fine le tribunal des peuples? Est-ce qu'il y a un jugement qui est prononcé? Oui, je ne vais pas vous le lire parce qu'il est très très long. Je vous invite à le regarder en ligne, parce qu'il est très complet, il permet de mieux comprendre la situation. Disons-le, c'est un travail énorme qui est fait par des juristes professionnels, bien sûr, et donc c'est aussi un élément, le travail qui est fait par ce tribunal est aussi de produire un document de référence indiscutable, vérifié, puisqu'on est dans l'acte judiciaire, donc toutes les pièces qui sont versées au dossier sont des pièces qui ont été vérifiées dans tous les cas. Il y a à la fois le dossier lui-même avec les pièces et le verdict. Alors, quelle influence peut avoir un jugement comme celui-ci sur la Turquie? J'imagine qu'on envoie à la Turquie les résultats, bien sûr, le tribunal le renvoie. Même officiellement, le tribunal a officiellement demandé à la Turquie de venir se défendre. C'est ça. Ils ne sont pas venus? Ils ne sont pas venus, ils n'ont même pas répondu aux lettres. Voilà. Et quelle influence il peut avoir en dehors de ça? Est-ce que ce jugement peut avoir une influence au niveau des instances internationales, au niveau des opinions, tout simplement? Comment vous voyez les choses? D'abord au niveau des opinions, oui, c'est un outil. C'est un outil juridique, justement, fiable, je dirais, sur lequel on peut s'appuyer quand on a envie de faire avancer cette cause. Et le tribunal a fait un certain nombre de recommandations qui peuvent être reprises par la société civile, par un certain nombre d'organisations pour relayer les choses. Je peux lire les grandes lignes des recommandations. C'est mettre fin aux opérations militaires en Syrie, parce qu'elles n'ont aucune base légale. Elles sont contraires au droit ni national ni international, d'ailleurs. Oui. Elles sont contraires au droit international. Rechercher et punir les responsables de crimes de guerre constatés par le tribunal permanent des peuples, mais puisqu'on est au Parlement européen, j'oserais dire que le Parlement européen a fait plusieurs rapports, dont le dernier sur la situation des droits de l'homme en Turquie, qui est assez critique. Il y a eu un vote aussi. Il y a eu un vote assez majoritaire, là aussi, notamment sur tout ce qui se passe depuis depuis le 15 juillet 2016. Donc la date du coup d'État. Restaurer les mécanismes de l'état de droit, parce qu'effectivement on n'a plus d'état de droit aujourd'hui en Turquie, on le voit très bien avec les détentions arbitraires, les arrestations illégales, les personnes qui restent en prison sans même savoir pourquoi elles ont été arrêtées, avec quel chef d'inculpation. Libérer tous ceux qui ont été détenus et qui sont détenus arbitrairement, oserais-je dire, rétablir dans leurs fonctions tous les agents de l'État qui ont été sortis de ces agents, rétablir la liberté de la presse, parce que les journalistes en Turquie souffrent beaucoup. On dit que la Turquie... Ou sont contraints à l'exil, ou sont en prison, tout à fait, etc. Mais on dit que la Turquie est proportionnellement à sa population la plus grande prison du monde pour les journalistes. Appliquer les arrêts de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour appliquer pleinement la Convention européenne des droits de l'homme et les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. La Turquie est l'État
du Conseil de l'Europe le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme et elle ne tient pas compte de ses jugements. Arrêter toute forme d'intervention militaire parce qu'on ne lutte pas même contre le terrorisme, sachant qu'en Turquie le terme de terrorisme est, j'allais dire galvaudé, c'est un peu peut-être maladroit par rapport au terme de terrorisme en tout cas. Y compris le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme demande à la Turquie de mieux définir le terme de terrorisme, donc ne pas arrêter de lutter contre le terrorisme sans fondement. On doit lutter contre le terrorisme, bien sûr. Les citoyens ont droit à la sécurité par rapport à ça, mais on n'arrête pas tous ces opposants politiques au motif qu'ils sont des terroristes. Et enfin, je crois que, si je peux me permettre, je peux ajouter ça, retravailler à un accord de paix. Parce que c'est par un accord de paix, reprendre les négociations. Voilà. Reprendre les négociations. Qui ont été rompues, rappelons-le, par Erdogan. Qui ont été rompues par Erdogan avant même les dernières élections. Monsieur Öcalan étant remis en isolement, il faut aussi le dire et le répéter, ce qui est une provocation d'une certaine façon pour empêcher tout processus de paix. On n'a pas de nouvelles de lui depuis 2 ans. Tout à fait. Et donc c'est quelque chose aussi d'important, avec, dernière chose, la nécessité de se battre pour sortir le PKK de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, parce que tant que le PKK restera dans cette liste des organisations terroristes, on aura ces discours de l'Union européenne, mi-figue, mi-raisin, mais renvoyant tout le monde dos à dos, ce qui n'est pas bon. Turquie-Europe, on en a parlé à différents niveaux, mais finalement, on se rend compte que peu de mesures sont prises contre le gouvernement turc, ce que nombreux démocrates dénoncent en Europe. Pourquoi ce laxisme alors qu'on dénonce bien d'autres régimes dictatoriaux? L'Europe ne se gêne pas pour le faire. Non, mais elle le fait, je veux dire. Ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels, bien sûr. Nous avons cette semaine, et je suis très fière que nous y ayons contribué, une résolution d'urgence sur les droits de l'homme sur l'Arabie Saoudite. Ça fait partie des pays sur lesquels on a quelques œillères. Et la Turquie, bon, qui passe un peu à travers les mailles du filet, même si on la critique beaucoup, effectivement. On la critique beaucoup au Parlement européen, quand même le ton a changé, notamment depuis la tentative de coup d'État et la répression qui a suivi. Je trouve que le ton monte. Mais en même temps, il y a beaucoup de double discours, beaucoup de cynisme avec plusieurs éléments. Le premier élément, c'est toute l'ambiguïté qu'il y a par rapport à la demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En réalité, la majorité des gouvernements n'en veulent pas. Moi, je suis favorable à la Turquie, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, comme nos amis kurdes sont favorables. Mais pas dans les conditions actuelles. Rentrer dans l'Union européenne, ça veut dire respecter un certain nombre de principes sur l'état de droit et la démocratie. Donc, on dit suspension des négociations d'adhésion, là-dessus pas de problème, mais il y a un autre élément que nous n'évoquons pas, c'est la question de la discussion de l'union douanière. Or moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut d'abord et avant tout agir. La situation économique de la Turquie n'est pas si bonne que ça, contrairement à ce qu'on dise. Les paramètres sont au rouge à tel point que M. Erdogan est en train de chuter dans les sondages vis-à-vis des dernières, des prochaines élections. Donc l'Union européenne a un levier, en réalité, de négociation par rapport à l'union douanière. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce que M. Erdogan a créé vis-à-vis de l'Union européenne un instrument de chantage idéal avec la question des migrants. Il y a beaucoup plus de fantasmes que de réalité, mais comme il a volontairement ouvert les vannes en 2015-2016 et que l'Union européenne lui a donné non seulement 3 milliards, mais vient de renouveler les 3 milliards d'aides en la matière, tout ça est très hypocrite en réalité. Donc il y a des moyens, si on voulait vraiment, il y a des moyens de faire pression sur la Turquie et de ne pas fermer les yeux. On ne peut pas se cacher sur le fait seulement que c'est un partenaire économique et que la Turquie est membre de l'OTAN. Quand elle est intervenue en Syrie, elle a bafoué, y compris les règles de l'OTAN. Voilà, Marie-Christine Vergiat, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.